Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Dézoom, le huitième déjà. Le déconfinement se poursuit, mais nous sommes évidemment toujours à distance autour d'une table virtuelle et derrière les écrans avec aujourd'hui Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Serge. Jean-François, Salut Serge. tout va bien? Ouais, très bien. Et puis Philippe pour terminer le tour de table. Bonjour Bonjour Philippe. à tous. Bon ben, l'actualité reste toujours bien remplie. On va parler du Sporting Anderlecht dans quelques minutes. On va commencer avec le Standard. Et c'est plutôt ce vrai faux suspense sur le départ, en tout cas comme entraîneur, de Michel Prudhomme. On l'attendait début juin, on l'attendait pour le jeudi 18 heures. Au moment de cet enregistrement, il n'y a toujours pas de nouvelles officielles. La vidéo qui a été enregistrée il y a quelques jours n'a toujours pas été diffusée par le site du Standard, mais on parle vraiment de vrai, de faux suspense. On parle beaucoup d'un départ de Michel Prudhomme comme entraîneur, mais il resterait éventuellement comme directeur sportif, évidemment comme vice-président. Que pensez-vous de cette attente et de cette petite incertitude? Va-t-il rester? Va-t-il partir? Et s'il reste, dans quelles conditions, messieurs? Qui peut y répondre? C'est un Qui peu veut y bizarre. répondre? On va donner chacun son avis, je pense. C'est un peu bizarre d'attendre et de reporter comme ça si la décision est déjà prise ou alors peut-être hésite-t-il encore. Ça, on n'en sait rien. Euh, Quel sera son rôle? On ne le sait pas non plus. Je pense que entraîneur, ce sera peut-être fini pour lui. Il restera peut-être au club. Ou alors, s'il n'y a pas de communication, c'est peut-être aussi que le Standard attend d'avoir une confirmation officielle de son successeur. Et d'annoncer les deux nouvelles en même temps, c'est peut-être cela aussi. Mais point d'interrogation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, si Michel Prudhomme fait un pas de côté, c'est ce qu'on évoque en tout cas dans la presse écrite, dans les quotidiens, est-ce à cause des difficultés financières et des ambitions peut-être un petit peu à la baisse du Standard? Est-ce une des explications? Ça, c'est compliqué, hein, Serge, de répondre à cette question parce que de toute façon, il y a une chose, c'est que ce sentiment-là, enfin, le fait d'arrêter d'entraîner, il avait déjà parlé de ça avant. Donc, je pense que chez lui, dans le temps, c'est une certaine forme de lassitude quand même qui s'est installée. C'est un travail au quotidien qui lui prend énormément de temps. Alors, dans son souci, je dirais, d'avoir des résultats. Et puis, quand on connaît les difficultés qu'on peut rencontrer dans un club, une saison n'est pas un long fleuve tranquille et certainement pas celle-ci. Donc, je pense que pour un entraîneur, c'est un petit peu usant, fatigant. Est-ce que c'est ça qui l'a poussé éventuellement Je pense que lui-même en donnera les explications. On ne peut pas parler à sa place. C'est pas la première fois, en tout cas, qu'il évoque la possibilité de prendre un peu de recul. C'est Il même l'avait fait notamment lors de la dernière saison à Bruges. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on avait évoqué à un moment donné son nom, la possibilité, quand on avait parlé à un moment donné d'un coach fédéral, parce que on s'était dit, tiens, ça correspond mieux à ce qu'il a envie de faire pour le moment. Mais donc est-ce que finalement le pas de côté qu'il fait étonne Je suis pas sûr. La saison Ouais. a été quand même fatigante, longue, Oui, pleine de d'accord, stress. mais il reste sur deux saisons, enfin, la deuxième surtout un petit peu en demi-teinte. Et finalement, ces 2 ans n'auront pas été une réussite. En tout cas, s'il cède sa place, il pouvait se rattraper éventuellement sur la troisième. Donc de ce point de vue-là, alors qu'il a réussi à remporter des titres quasiment dans tous les clubs où il est passé, ça reste, on va dire, un semi-échec. Euh, oui, maintenant la troisième saison, je suis pas sûr que, enfin, en tout cas, de ce qu'on entend pour le moment, parce que c'est un petit peu ça le problème, c'est tellement plein d'incertitudes, tout ce qu'on est en train de dire aussi, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe euh, du côté du Standard. On a simplement eu quelques éléments, c'est-à-dire on a eu les quelques éléments, la difficulté, les joueurs qui devront laisser éventuellement partir. On a annoncé 5-6 transferts qui devraient éventuellement partir du club. Tout ça joue peut-être aussi dans sa décision. Moi, je pense que plus fondamentalement que ça, c'est une certaine forme de lassitude du quotidien, d'un rôle d'entraîneur qui prend énormément comment je vais dire ça, d'énergie. Lors de la première année, c'est la raison pour laquelle il avait travaillé d'ailleurs avec Emilio Ferreira, c'est qu'il pouvait quelque part délaisser un petit peu le travail de terrain et se concentrer peut-être parfois sur d'autres choses. Puis il y a eu cette saison-ci où quelque part il a travaillé avec une équipe autour de lui un peu plus inexpérimentée, pas pour autant que ce n'était pas une bonne équipe, hein, mais plus inexpérimentée. Donc du coup, il a dû s'impliquer à nouveau, à mon avis, plus sur le terrain, même si je ne l'ai pas vécu. Hein. Moi, je vous dis ça avec un peu de recul et sur ce que j'ai
lu ou entendu. Voilà. Moi, je, Frédéric, allez-y. Non, mais moi je pense un peu comme Philippe que le retard de l'info, de dire les choses, c'est sûrement dû au fait qu'ils n'ont pas encore fait signer leur nouvel entraîneur. Parce que si c'était un doute par rapport à son choix, reste-t-il entraîneur ou pas, je pense qu'il aurait déjà annoncé qu'il restait si c'était le cas. Parce que non seulement c'est l'entraîneur, c'est une figure emblématique, c'est le vice-président, c'est le directeur sportif. Donc, il devait le faire le plus vite possible pour rassurer tout le monde au sein du club. Donc, je pense que la raison, c'est sûrement le fait qu'ils n'ont peut-être pas encore signé leur nouvel entraîneur. Quant aux raisons d'arrêter, c'est vrai que c'est assez… Voilà, apparemment, c'est la lassitude des commentaires des gens qui analysent le football. Ça paraît quand même un peu énorme. Je comprends tout à fait qu'un entraîneur en ait un peu marre d'être jugé quotidiennement. C'est très lourd à la longue après autant d'années. Frédéric, ça fait quand même partie de la base de l'entraîneur. Il y a une espèce de carapace. On sait qu'on va être soumis aux critiques, aux félicitations quand ça marche bien, aux critiques quand ça va mal. Ça fait partie du métier d'entraîneur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau de la raison, c'est assez fou, surtout venant de quelqu'un qui est une légende, qui a été le meilleur à son poste au monde en tant que joueur, qui a gagné des titres en club. Donc, il devrait prendre de la hauteur, mais apparemment, il vit tellement son bazar qu'il n'y arrive pas. Et je crois que, et donc, dans ce cadre-là, c'est sûr que ça doit le ronger. Et moi, je peux comprendre qu'à plus de 60 ans, on en est marre de cette pression, tout ça. Maintenant, comme il a un triple statut dans le club et que c'est le club d'abord, voilà, ça me paraît un peu bizarre d'arrêter à cause d'analystes extérieurs. Je veux dire, le garçon, il a assez prouvé qu'il avait la carrure, donc je trouve qu'il devrait prendre de la hauteur. Maintenant, je comprends tout à fait que, vous savez, c'est pas évident d'être jugé au quotidien et tout ça, de vivre les choses de l'intérieur, d'être jugé par des gens qui voient ça de l'extérieur. Mais en même temps, comme vous le disiez, c'est l'ABC du football. Voilà, quand on fait ce métier-là, il y a tellement de choses formidables à recevoir et aussi des choses un petit peu à donner. Donc voilà, en résumé, ce qui est génial pour lui, c'est qu'il a le choix puisqu'il a encore 2 autres fonctions. Et d'un autre côté aussi, ok, il se dit, il n'y a pas d'argent, j'aurais pas peut-être les joueurs que je veux, tout ça. Ouais, mais c'est dans ces moments-là qu'on voit le travail d'un homme, quoi, voilà. Mais voilà, en finalité, je pense qu'il va se retirer du rôle d'entraîneur. Et c'est vrai que ça a eu surtout que lui, apparemment, il n'arrive pas à faire la différence. Il n'arrive pas à prendre assez de hauteur par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a prouvé. Et en fait, entre guillemets, il n'a plus grand-chose à prouver. Et voilà, c'est peut-être ça le problème. Donc moi, je pense effectivement que si on retarde cette déclaration, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le nouvel entraîneur. Je rappelle donc qu'au moment où on enregistre, on ne connaît pas encore la décision de Michel Prudhomme. Au cas où il cède sa place et où il reste directeur sportif, ce qui reste quand même un poste clé dans un club de football, quel est le profil idéal de l'entraîneur qui va le remplacer? On a entendu Marc Wilmots, qui s'est en quelque sorte proposé, Felice Mazou, mais qui est finalement signé à l'Union. On parle aussi d'entraîneurs étrangers. J'ai entendu Panucci, le Norvégien Berg, Vladimir Ivic, qui entraîne pour le moment au Maccabi en Israël. Quel est le profil idéal? Il y a aussi peut-être la solution interne avec le duo de Flandre et Mbailey. Quel serait le profil idéal du nouvel entraîneur, messieurs? Le duo actuel de Flandre et Mbailey, de Flandre, c'est vrai qu'il a quand même une petite expérience maintenant en tant que T2 et ça fait quand même des années qu'il occupe ce rôle-là. Mbailey, Prudhomme devait le former en principe après le départ d'Emilio Ferreira, donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, on ne sait rien. Alors l'idéal, c'est toujours évidemment de prendre un entraîneur qui connaît à la fois le club, qui connaît la compétition, mais ils ne sont pas les jeunes évidemment, donc ça ne doit pas être aussi facile que ça. L'étranger, il y a quelques pistes comme tu les as citées. Mais en tout cas, c'est un choix qui est très important. On en a déjà parlé dans cette émission parce que la saison qui arrive, elle va être très particulière avec seulement 4 qualifiés pour les playoffs 1. Donc, il ne faudra pas se louper. Il ne faut pas se louper dans les choix parce que les places sont très, très chères. Donc, et la particularité aussi, c'est que les entraînements vont recommencer bientôt. À partir de la mi-juin, les entraînements reprennent. Donc, le Standard sera peut-être un petit peu dans l'urgence, à l'image d'autres clubs, évidemment. Moi, très sincèrement, c'est encore une fois très compliqué de répondre à ce genre de questions. J'ai envie de mettre une autre question avant, c'est quel sera le projet réel du club? Parce qu'actuellement… Les deux sont liés, Jean-François, économique, sportif et avec le nouvel entraîneur. Mais c'est évidemment pour ça que je le dis. D'abord parce qu'il y a une succession à prendre. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faudra quelqu'un qui ait quand même une certaine forme à la fois de charisme, d'expérience et bon… Parce qu'à un moment donné, il y a une succession avec de l'attente aussi. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'attente de la part des supporters. Le Standard est un club quand même particulier. Et quoi qu'il arrive, c'est un club qui doit faire des résultats, qui doit être performant.
Ensuite, on a lu et on a entendu dans les semaines qui ont précédé, j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'avoir certains départs pour arriver à un équilibre budgétaire. Quelle est réellement la part de cet équilibre-là? Qu'est-ce qu'il faudra vendre pour arriver à avoir un équilibre budgétaire? Quels joueurs partiront? Ça reste une grande incertitude. Mais surtout, on a parlé aussi d'académie, on a parlé de joueurs qui allaient être intégrés au noyau, de s'appuyer notamment, ça c'est l'interview de Bruno Venazzi il y a 2 semaines, s'appuyer un petit peu plus sur l'académie. Donc, il faut trouver un profil qui cadre assez bien avec le projet du club. Or, dans tous les noms que vous avez cités, beaucoup d'entre eux ont parfois la barrière de la langue, ont parfois le fait qu'ils ne connaissent pas la compétition. Ça fait beaucoup d'éléments et dans une saison qui sera capitale. Donc, c'est sûr que, après, je suppose que le Standard n'est pas resté les bras croisés non plus et qu'ils n'ont pas imaginé maintenant, depuis le temps qu'on parle de la succession de Prud'homme, je peux difficilement croire qu'il n'ait pas imaginé quelque chose et qu'il n'ait pas un petit peu, en tout cas, déjà sonder les possibilités, le marché. Et puis, si Michel Prud'homme reste évidemment comme directeur technique, il faudra quelqu'un qui puisse aussi travailler, je dirais, avec Michel Prud'homme au-dessus de lui, comme personnalité aussi. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qu'ils ont dû prendre en compte et pour lesquels ils ont dû faire des analyses et ils ont dû, j'espère, pour eux, faire le bon choix. Bologna est libre, hein. Bologna est libre. C'est vrai qu'il connaît la compétition, il connaît le club, c'est pas faux. Moi, je vois bien. Vous voyez travailler avec Michel Prud'homme Je dis ça parce qu'en 2008, quand Bologna, quand Prud'homme a été champion et qu'il est parti, c'est Bologna qui lui avait succédé. Je dis ça comme ça. Ouais, c'est juste. Ouais. Il a ajouté quelques soucis. Moi, je vois bien Bologna adjoint de Wilmots avec Prud'homme qui chapeaute tout ça. On va bien s'amuser. Ça ferait un fameux trio en tout cas. Bon, attendons, on attend la décision. On en saura peut-être plus dans quelques heures, dans quelques jours. Affaire à suivre. Et c'est peut-être aussi pour justement donner le nom du nouvel entraîneur que le Standard a un petit peu retardé cette annonce, cette vidéo témoignage de Michel Prud'homme qui a été enregistrée, nous dit-on, il y a déjà quelques jours. On ferme le chapitre Standard. On ouvre celui d'Anderlecht avec l'officialisation, en tout cas par le conseil d'administration il y a quelques jours, de la nouvelle présidence, du nouveau président, Wouter van den Noot. On avait déjà parlé dans la dernière émission. On l'avait appris quasiment en direct au moment de l'enregistrement. Maintenant, c'est officiel, pas mal de changements dans l'organigramme. Une personnalité qui a été un petit peu écartée, c'est évidemment Michael Versturen. Et puis une recapitalisation, on parle de 70 millions d'euros injectés dans le club. Ça fait beaucoup d'informations, ça fait des chiffres aussi un petit peu qui donnent le tournis. On a aussi appris cette semaine que Vincent Kompany avait refusé une offre de devenir l'adjoint de Guardiola. Ça, c'est un effet d'annonce aussi pour un petit peu justifier tout ce qui s'est passé. Donc, une nouvelle fois, on va dire que le carrousel a une nouvelle fois tourné du côté du Sporting Anderlecht, que retiré de cette semaine quand même assez chahutée du côté des Mauves. Que le bateau est enfin arrivé à quai peut-être, on ne sait pas. C'est en tout cas la première réflexion que j'ai envie de me faire. Ça fait tellement longtemps qu'on a l'impression qu'ils voyagent sans trop savoir où ils vont. Donc là, on a le sentiment que maintenant, tout le monde a peut-être trouvé enfin, je dirais, une place. Je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est la venue impuissance de Mark Cook, qui pensait peut-être dirigeant d'Anderlecht comme il a fait au Stand. Maintenant, il prend un petit peu de recul parce qu'il sent qu'il n'était peut-être pas à sa place et qu'il n'a peut-être pas abordé la nouvelle ère du Sporting Anderlecht de la bonne manière. Ben oui, je crois que c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir que des bonnes intentions pour arriver dans un contexte qui en fait, vous pouvez avoir toute l'expérience du monde en tant que manager dans des sociétés et vous retrouver à Anderlecht, c'est un autre monde par rapport à ce qu'il a connu. Donc, aveu d'impuissance, je ne sais pas, mais aveu que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il me croyait. Mais vous parlez de carrousel, il est temps d'enlever la prise de ce carrousel parce qu'il y a les têtes qui tournent et comme disait Jean-François, on leur souhaite d'être enfin arrivés à quai, de pouvoir, je ne sais pas moi, prendre les bonnes marchandises et repartir voguer sur des eaux un peu plus pures, un peu plus intéressantes footballistiquement. Vous parliez de 70 millions de budget, c'est génial, mais pourquoi faire? Parce que le pari, c'est de prendre les jeunes de l'académie, de créer quelque chose de très fort sportivement avec ça. Donc, l'argent, est-ce que c'est d'abord pour épurer les dettes? Parce qu'apparemment, ça se passe pas trop bien de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on souhaite pour ce club, c'est
qu'arrête tout ce cinéma-là, parce que c'est vrai qu'on a ressenti une fébrilité incroyable, même de la part d'un Cook, qui est un manager, qui a des milliers d'employés, j'imagine, qui avait. Et là, ça venait de partout. On prenait un pour calmer le public, on prenait un autre ancienne gloire, on prenait un dirigeant, un deuxième dirigeant. On avait des gens qui se mettaient en première ligne, je pense bien sûr à Verschuren, là où on a l'impression que lui, il était là pour aller devant les journalistes et donc essayer voilà, d'être le porte-parole du truc. Donc, il est plus que temps, je pense, de réduire, c'est pas l'impression qu'on a, mais je pense qu'il est plus que temps de réduire un peu ces têtes pensantes, ces décideurs, parce que ce club a vraiment besoin maintenant, très urgemment, de stabilité, d'une ligne directrice, de savoir qui fait quoi, pourquoi il est là, et chacun à sa place. Voilà, c'est le seul moyen. Et ce qui est très intéressant maintenant de voir, c'est vu que ça a complètement foiré la saison dernière, est-ce qu'ils vont continuer ce projet, voilà, des jeunes d'abord, un plan de jeu bien précis, on n'en change pas. Ça va être très intéressant à voir dans la saison qui vient. Alors justement, il y a maintenant des personnalités ambitieuses, Van de Noot, Van Eetvelt, Verbeek, compagnie, bien sûr, hein, avec toutes ces casquettes. Et donc, le process a laissé place au plan 2020-2025. On sait que la recapitalisation est là aussi pour un petit peu équilibrer les comptes du club. On verra ce qui va se passer durant le mercato, mais il faudra évidemment continuer à investir sur les jeunes et il faut notamment garder des joueurs comme Doku, comme Forskaren, comme Sambi Lokonga. Donc, il y a quand même beaucoup de travail sur la planche de ces personnalités. Maintenant, on parle de 2025. Quand Compagnie est arrivé, moi, je pense quand même qu'on avait, du côté d'Anderlecht, communiqué comme quoi on allait immédiatement viser le titre. Puis, ensuite, en cours de saison, on a dit on sera champion en 2022. Et maintenant, on parle d'un plan en 2025. C'est bien de voir sur le long terme. Mais il faut effectivement que les choses se concrétisent. Je voudrais revenir sur les 70 millions. Ce ne sont pas 70 millions d'argent frais, hein, puisqu'il y a 5 ans qui sont en fait un rééchelonnement de la dette. Il y a 20 millions. Qui sont injectés par les administrateurs. Et puis aussi, encore un mot, puisqu'on parlait de Michael Verschuren par rapport à Cook. Cook, il a quand même une sacrée habitude, c'est que dès lors que ça ne va pas bien, il vire quelqu'un. Hein. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Luc Devoux. Maintenant, c'est avec Michael Verschuren, même s'il n'est pas viré, mais bon, il reste au club, mais il n'a plus aucune fonction au niveau du management. Verschuren, il a sans doute commis des erreurs, il était sans doute en manque d'expérience, peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment de temps. Un lourd suit celui de son père, ce qui n'est jamais évident, mais c'est pas le seul fautif, hein, parce que Cook, je veux dire, le process de Compagnie, l'arrivée de Compagnie, tout ça, c'est Cook et Compagnie. L'arrivée de certains joueurs, c'est Cook et Compagnie. On va prendre simplement l'exemple de Nasri, hein, donc, qui est l'ami de Compagnie et qui a été cautionné, son arrivée a été cautionnée par Cook. Remettre tout sur la tête de Verschuren, je pense que c'est un peu facile. Mais voilà, comme disait Jean-François et Fred, espérons que les personnes en place maintenant soient capables de relancer la mécanique. Je pense que ça pourrait être le cas. Une ligne de conduite claire avec forcément des restrictions, ou en tout cas certainement plus de folie qui seront faites. Utiliser les jeunes, peut-être d'une manière différente de ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que les jeunes la saison dernière, bon, c'était bien de les faire jouer, mais ils ont quand même beaucoup souffert, parce que certains ont évolué peut-être un petit peu tôt en équipe première, et surtout dans des positions qui n'étaient pas les leurs. Je pense à Sardella et De Waal, par exemple. Donc, que les choses soient un petit peu plus claires au niveau sportif, équilibre entre les jeunes et les joueurs d'expérience également, je pense. Bon, il y a un an, Vincent Compagnie, Jean-François avait été annoncé un petit peu comme le Messie. Il reste sur la plus mauvaise saison de l'histoire moderne du club du Sporting Anderlecht. Les deux dernières sont catastrophiques, mais la dernière a vraiment été en dessous de tout, avec les problèmes évidemment de l'arrivée de Vincent Compagnie. Et pourtant, on a l'impression qu'il sort encore renforcé de cette saison. Il est maintenant actionnaire, manager, joueur. Donc, il reste absolument intouchable, le Sporting. Il a un crédit évidemment inébranlable, que ce soit au Sporting Anderlecht, que ce soit en Belgique, que ce soit auprès de la presse, etc. Donc, ce respect-là, évidemment, il est allé chercher par son parcours, sa carrière, etc. Maintenant, ce dont on parle pour l'instant, ça reste toujours de l'extra-sportif. D'accord ? La seule vérité, ce sera la vérité du terrain, des matchs que le Sporting d'Anderlecht va disputer. Je fais une petite parenthèse sur le départ de Verschuren. Apparemment, c'est lui qui aurait fait un pas de côté, comme ou pas, ça on n'en sait rien. Voilà, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de nous dire. Et puis, je voudrais revenir quand même à la saison dernière. Dans l'évolution de la saison, qu'est-ce qui s'est passé et qui ont fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes? Les jeunes, oui. Je suis d'accord, pas que des jeunes non plus. Je me souviens d'un match au Cercle de Bruges où ils sont battus, où il y a pourtant 6 internationaux sur le terrain.
parce que quand on a un statut d'international, qu'on soit jeune ou moins jeune, désolé, il y a un statut à assumer. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une pression quand même sportive qui va s'installer aussi, parce qu'on a le sentiment maintenant que tout est réglé sur le niveau administratif à côté, enfin, semble en tout cas réglé ou avoir trouvé un petit peu d'ordre. Maintenant, les résultats sont quand même, enfin, resteront quand même la chose la plus importante, c'est-à-dire que la saison qui va venir, or la saison dernière, quand on a vu jouer le Sporting Anderlecht, j'ai entendu beaucoup de choses, mais il y a eu aussi parfois des excuses qui ont été trouvées sur le jeu même du Sporting Anderlecht, où on peut quand même encore avoir une opinion qui est différente de ce qu'on a pu entendre ou des excuses qu'on a pu éventuellement entendre. Donc là maintenant, sportivement, il va falloir rester, il va falloir être directement au rendez-vous. Ouais, d'ailleurs, je ne suis pas certain que les supporters d'Anderlecht soient vraiment rassurés. Ils attendent de voir les résultats sur le terrain. Il y a eu tellement de changements ces derniers mois que l'arrivée de Vincent Kompany a été quand même finalement décevante en termes de résultats sportifs. Donc, c'est sur le terrain et dans les coulisses aussi que la nouvelle direction, la nouvelle équipe devra remettre ce Sporting d'Anderlecht sur les bons rails. Messieurs, la Pro League a dévoilé une étude cette semaine, l'étude Deloitte sur l'impact socio-économique de la Pro League. Alors, les grandes ligues étaient une augmentation des rentrées financières de nos clubs, les 24 clubs professionnels, plus 18%, avec un total de 378 millions de rentrées financières. Donc, ça, c'est positif. Par contre, seulement 5 clubs ont terminé avec un bilan positif, donc ont gagné de l'argent. 5 clubs sur 24. Les causes, les revenus des transferts qui ont baissé de 73 à 22 millions, hausse importante des salaires de 214 à 249 millions et la commission des agents aussi qui a augmenté de 37 à 45 millions. On parle de la saison dernière, 2018-2019. Est-ce qu'on peut dire que cette étude met vraiment en lumière les faiblesses du fonctionnement de l'élite du football belge? C'est impressionnant quand même ces chiffres-là. Alors, il y a 5 clubs, comme tu dis, qui sont en bénéfice, je dirais. Club de Bruges, bon, on pouvait s'y attendre. Charleroi, par rapport aux dernières saisons, on pouvait s'y attendre. Saint-Tron, Waasland, c'est un petit peu plus étonnant, mais tant mieux pour eux en tout cas. Et on en a aussi déjà parlé dans cette émission des habitudes qui ne sont pas, qui sont pas positives, je veux dire, dans notre football. Les commissions pour les agents, on en a déjà parlé, c'est la moitié des droits télé qui part dans la poche des agents, c'est assez extraordinaire. Les salaires, ben oui, je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui vivent un peu au-dessus de leurs moyens et certainement dans la situation actuelle, il va falloir remédier à ça parce qu'il y a des clubs qui vont quand même vers la catastrophe. On a quand même parlé ces derniers temps de la situation précaire financière du Standard, d'Anderlecht, qui sont quand même des locomotives de notre compétition. Donc oui, je pense qu'il va falloir gérer les clubs un petit peu plus en bon père de famille que ce que ce n'est pour l'instant, c'est clair. Alors évidemment, c'est une société d'audit, c'est commandé par la Pro League, mais il y a quand même ces chiffres qui reviennent. Ce ne sont pas des chiffres scientifiques, ce sont des estimations entre 20 et 30% de perte de revenus et de valeur pour les clubs, notamment en Belgique. Alors si on prend en compte cette étude, on a l'impression que le football belge va droit dans le mur et que ça va être très compliqué dans les mois qui viennent. Il faut s'adapter. Ce n'est pas que la Belgique, ce sera au niveau mondial. Je pense que tous les joueurs, forcément, avec la situation, ont perdu de la valeur. Mais donc, ça veut dire qu'on va débourser moins pour acheter. Donc, voilà. En fait, c'est un cercle fermé, c'est un cercle non vertueux, j'ai envie de dire. Philippe parlait des commissions d'agents. On veut dire, arrêtez de vous plaindre. Si pour vous c'est normal de donner la moitié des droits télé à des agents, soit tout le monde en profite, bon, on sait comment ça se passe dans le milieu du foot, soit on se tait, quoi, voilà. C'est pas évident de gérer les clubs de football, mais voilà, la moindre des choses, ce serait de remettre. Qu'est-ce qui est d'abord le plus important au niveau d'un club de football, c'est sa pérennité, la pérennité du club. Donc voilà, il faut de nouveau recommencer, je pense, à gérer comme cela. Alors il y a les affres, ils se disent tous oui, mais si on n'achète pas, on va être moins fort. Ben, il faut savoir bien acheter et pour les bonnes raisons. Voilà. Donc, quand vous voyez, j'ai vu un chiffre, je crois que c'est 380 000 euros de salaire en moyenne dans le top 5. Quoi. Je veux dire, je ne sais pas, Jean-François, Philippe, est-ce que vous avez vu cette saison beaucoup de joueurs sur les pelouses du top 5 qui
dont on peut trouver normal d'avoir un tel salaire. Ok, moi, je veux bien les donner, mais il faut que ce soit des mecs qui survolent tout le reste, qui vous fassent gagner 10 points par saison. Moi, je n'ai pas vraiment vu cela. Bon, c'est vrai qu'il y a Mbokani qui vous fait gagner 10 points par saison, mais bon, voilà, c'est Mbokani, c'est l'Antwerp. Donc voilà, je pense que dans les grands clubs, voilà, il y en a qui se gèrent très bien. Bon, on peut penser à Bruges, par exemple, qui a toujours 2-3 ans d'avance. Mais je pense qu'il faut une grosse remise en question et surtout, c'est tout simple à dire, c'est facile pour moi, mais voilà. Quel est le but d'un dirigeant d'un club de football? C'est assurer la pérennité tout en étant performant sur le moment présent. C'est très difficile à réaliser, mais il y a beaucoup d'indices qui disent que c'est vrai, comme vous le disiez, ils vont droit dans le mur si on continue à avoir cette philosophie. La dernière chose par rapport à cette enquête, moi, il y a un truc qui m'a complètement sidéré, c'est que le plus gros pourcentage de revenus, c'est la billetterie. On dit partout que la billetterie ne représente plus grand-chose au haut niveau du football. En Belgique, le plus gros pourcentage de rentrée, ça reste la billetterie, alors qu'on a un petit marché, on n'a pas des stades de 50 000 places. Donc voilà. Et ça aussi, c'est très intéressant, puisque maintenant on joue à huis clos. La place du supporter, des spectateurs, elle est plus que jamais immense et surtout à préserver, à chouchouter. C'est la place voilà, des spectateurs. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros effort à faire. Il faut avoir le courage de remettre à zéro, de remettre en cause sa façon de gérer un club, surtout quand on a un petit marché comme la Belgique où c'est très difficile de gérer un club parce que, on le disait, les sponsors, les spectateurs, il n'y en a pas 40 millions. Quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une grosse remise en cause à faire de la part de nos dirigeants. Je voudrais juste signaler, avant de vous laisser peut-être répondre, qu'il y a quand même des projets de loi qui sont sur la table. La fin des avantages ONSS pour les sportifs professionnels, dont les footballeurs. L'augmentation du salaire minimum pour les joueurs extra-communautaires. Et puis aussi, je pense que la Pro League, la fédération travaille sur un projet pour un petit peu mieux réguler les transferts et les commissions aussi pour les agents. Ça risque aussi de changer un petit peu la donne. Oui, alors d'abord une première chose, je ne sais pas si quelqu'un a attendu l'étude pour savoir que le football dépensait plus qu'il ne gagnait. Non, on en parle ici depuis plusieurs semaines. Il y a juste oui, que là, c'est en chiffres, c'est noir sur blanc sur du papier. Non, mais voilà, mais justement, c'est ça qui est étonnant. Et puis, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez symbolique. Alors, sans juger, mais je regardais ce matin encore. Bon, qui va composer la saison prochaine notre division 1B? Des clubs qui sont certes historiques, mais qui ont connu d'innombrables difficultés financières et qui vont revenir de nouveau, etc. Ce qui me laisse présager quand même une chose, c'est que le football a besoin de se régénérer. C'est-à-dire que des clubs en difficulté ont parfois besoin de descendre pour pouvoir aller un peu respirer, pouvoir remonter après. Or, le système qu'on met en place pour le moment ne donne plus de mouvement, ou très peu en tout cas, entre les divisions. Donc, est-ce que c'est pas le système même qui fait qu'à un moment donné, on s'asphyxie? Je lisais encore les clubs, les présidents, certains présidents en tout cas, aujourd'hui de D1B, qui disent, parce que je pense que le phénomène commence avec la D1B. Quand on a, bien sûr qu'il y a des clubs de D1 qui ont des difficultés, mais ça commence là, c'est-à-dire qu'on fait tous les efforts pour y arriver. On doit dépenser beaucoup d'argent pour essayer de monter, parce qu'apparemment tout le monde, les 8 veulent monter. Hein, donc, c'est toujours ça qui est un petit peu étonnant. Et puis on s'étonne. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je le savais avant qu'il y avait des problèmes. D'ailleurs, la preuve, c'est que la moitié des clubs qui n'ont pas obtenu leur licence, enfin, en tout cas, il y en a 7 ou 8 qui n'ont pas obtenu leur licence. Et je crois que si on se référait aux chiffres qu'on a lus dans cette enquête, je pense que c'est peut-être 70% des clubs qui n'auront pas la licence. Et c'est parfois cette dualité-là que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire, en fait, des études qui arrivent, qui nous montrent que c'est à peu près catastrophique, mais d'un autre côté, il y en a, entre guillemets, finalement, que 7 qui n'ont pas répondu aux critères financiers. Donc, je ne comprends plus très bien du coup. J'avais cru à un moment donné qu'il fallait pouvoir montrer la solvabilité d'une saison complète pour pouvoir avoir sa licence. Or, on a eu des exemples très concrets, même encore cette année avec Lokeren, où ce n'est pas le cas. Donc, je cherche à comprendre. Je me dis, tiens, alors est-ce qu'on doit être encore plus sévère? Est-ce qu'on doit, une fois pour toutes, à un moment donné, dire, voilà, la règle, c'est si vous ne pouvez pas nous garantir les salaires toute la saison, le fonctionnement toute la saison, ben, vous n'avez pas de licence, point. Alors, ça ferait des dégâts, je m'en doute, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, on a tous le sentiment de savoir où on va, et puis après, on nous dit, ah, flûte alors, on n'avait pas assez d'argent. Ben oui. Mais ce sont des arrangements entre amis. À partir du moment où la fédération, ce sont les dirigeants des clubs, eh ben, on s'arrange et voilà, on va s'en sortir. Je pense que, comme vous le disiez, ça fera des dégâts.
c'est pratiquement inimaginable, mais avoir le courage de remettre tout à zéro, de mettre une structure complètement indépendante pour diriger tout cela et pour dire voilà, ça n'ira pas, au revoir, merci, allez vous régénérer, allez refaire le plein et on va vous revoir peut-être dans quelques saisons parmi nous au niveau de l'élite. Je pense que personne n'aura le courage et ne pourra se le permettre. Voilà, c'est ça l'énorme problème. Mais vous parliez de la DAB, moi j'ai lu un truc qu'un dirigeant de club disait, quand on commence une saison, on sait très bien que normalement, il nous manquera 2 millions d'euros pour la boucler, notre saison. Parce que vous imaginez, vous êtes dirigeant, vous commencez une saison en sachant qu'à la fin, vous aurez 2 millions de dettes en plus. Et le savoir, et continuer, c'est complètement ahurissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ahurissant. Ouais, sans oublier qu'il y a les règles du fair play financier qui, normalement, vont être adaptées, même si les clubs espèrent qu'avec le Covid, on sera plus souple. Mais par exemple, la recapitalisation d'Anderlecht pourrait poser problème. Si on met chaque fois de l'argent frais pour combler les dettes, ça pourrait, à un moment, poser problème au niveau du fair play financier, Philippe. Vous voulez encore rajouter quelque chose? Oui, non, c'est vrai. Par rapport à Anderlecht, tu as raison. Et notamment les 50 millions de l'échelonnement de la dette, ce n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser pour faire des transferts, etc. Parce que ça s'oppose effectivement au fair play financier. Manchester City s'est retrouvé dans la même situation et a été condamné. Il faut ce fair play financier de cette manière-là, je pense, et a été condamné, suspendu de compétition européenne pendant 2 ans. Bon, vous allez me dire qu'Anderlecht est déjà hors des compétitions européennes depuis 2 ans. Mais oui, il faut faire attention à tout ça. Et puis, je ne sais plus quelle était la suite de ta question. Je ne sais plus non plus. Bon, et en tout cas, Serge, je voudrais rajouter un truc parce que je pense avoir lu le même papier que Fred. Et il y a un autre truc qui m'a complètement surpris et scotché, j'avoue. C'est que je lis à un moment donné qu'on parle de la division 1 amateur. D'accord? Division 1 amateur dans lesquelles les clubs ont des joueurs professionnels. Donc, moi, je crois qu'il faut un minimum. Je ne sais plus si c'est 6 ou 7 joueurs qui sont quand même sous contrat semi-professionnel. Oui, mais donc, c'est déjà ambivalent par rapport au titre de D1 amateur. C'est-à-dire qu'en fait, déjà là, on parle d'une division 1 amateur et puis je lis que les joueurs sont professionnels. Donc, il y avait c'est-à-dire qu'en fait, avant même qu'on commence, je dirais, le début d'un projet, on est déjà comme ça financièrement puisqu'on doit déjà… voilà. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien d'ailleurs, parce que vous pouvez voir, parce qu'on parle de ça, on peut montrer du doigt les clubs de D1A, les clubs de D1B, mais allez voir ce qui se passe même dans les divisions inférieures, on dépense plus d'argent qu'on en gagne aussi. Donc à un moment donné, je ne comprends pas en fait. Je me dis, nous dans nos gestions quotidiennes, que ce soit pour nos maisons, pour ce qu'on achète, etc., on ne va pas acheter quelque chose si on n'a pas les moyens. Sauf si on vit à crédit. Pardon? Sauf si on vit à crédit. Moi qui vis à crédit, mais bon. Oui, d'accord, ok. Bon, alors voilà. Alors, vivons tous à crédit et puis… Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais le monde du foot, pour ça, je pense que c'est un secteur unique dans notre société de fonctionner comme ça. Je ne pense pas que dans d'autres secteurs, on puisse fonctionner de cette manière. Oui, mais il y a quand même un paradoxe énorme. On nous parle de ça tout le temps, Philippe. J'entends bien. Et puis alors, il faudrait quand même m'expliquer. Si c'est un milieu dans lequel on perd systématiquement de l'argent, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui veulent en mettre, qui veulent racheter? C'est-à-dire que quelque part, il doit y avoir un truc. Vous le connaissez le truc, Jean-François, vous le connaissez le truc. Dites-le. Non, mais à un moment donné, j'entendais même, maintenant, ce sont les anciens footballeurs aussi s'y mettent, commencent à racheter, etc. Donc, moi, en tout cas, si vous me dites demain, écoute, il y a moyen d'acheter un truc là, mais tu es sûr que tu vas perdre de l'argent, je vous promets que je ne vais pas l'acheter. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens vont quelque part en sachant qu'ils vont perdre de l'argent. C'est qu'il y a autre chose. C'est que tout le monde ne perd pas de l'argent dans ce milieu-là. Il y a le prestige, il y a la médiatisation aussi, et c'est le fait peut-être d'ouvrir d'autres portes. Ça peut aussi compter. Oui, mais prenons un contre-exemple. Le Sporting de Charleroi avait des dettes à n'en plus finir. Aujourd'hui, le Sporting de Charleroi est un club financièrement sain. Alors, je veux bien qu'on entende tout ce qu'on entend sur la gestion, sur le… Voilà. Mais c'est quand même un constat, un bilan, je veux dire, un bilan financier. Après, la manière dont je ne suis pas dans le club pour savoir comment ça se fait de manière courante. Mais en tout cas, le résultat financier, il est là. Donc, si c'est possible là, c'est possible ailleurs, me semble-t-il. Question de question. Et au niveau financier et au niveau sportif, le Sporting de Charleroi. Ce qui est extraordinaire avec le Sporting,
Voilà, moi, je ne suis pas spécialement Carolo et certainement supporter d'aucun club, mais la manière dont ils ont géré ces dernières saisons pour obtenir les résultats qu'ils ont obtenus, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un club qui ne transfère pas beaucoup, hein, Charleroi. Combien d'arrivées l'été dernier? Vous avez vu les résultats, en plus avec un nouvel entraîneur. Et les saisons précédentes aussi, c'est un noyau, bien sûr, de temps en temps, il y a des départs. Osimhen est parti parce que c'était une plus-value financière, évidemment, et d'autres, mais ils achètent ou ils transfèrent ponctuellement, tac, tac. Ils n'ont pas un très grand noyau. Ils n'ont pas, je pense, une masse salariale extraordinaire. Et voilà, les résultats sont là. Donc, effectivement, c'est faisable. La qualité fonctionne mieux que la quantité. C'est un petit peu comme chez nous, puisqu'on est déjà arrivé au terme de l'émission. On avait encore 2, 3 petits sujets, mais on les placera peut-être la semaine prochaine. Quand on est en bonne compagnie, le temps passe vite. Merci en tout cas. Merci Frédéric. Merci Jean-François. Merci Philippe. Bon, on vous retrouve notamment très rapidement sur Vous Sport World avec évidemment le retour de la Première Ligue. Attention, le 17 juin, c'est reparti pour des semaines, à mon avis, avec une cadence infernale. Bon, on va aussi souhaiter un bon retour à tous ceux qui vont reprendre le chemin des terrains de sport, des salles de sport, puisque le déconfinement permet d'aller faire chaque fois un petit peu plus de sport. Donc, profitez-en bien. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.